En février 1985, la famille Zimmermann, 2 parents et leurs 2 enfants, disparaît sans laisser de traces dans les Alpes françaises, près de Chamonix. Klaus, Ingrid, Hans et Greta étaient des montagnards expérimentés qui connaissaient parfaitement ces sommets. Ils ne prenaient jamais de risques inutiles. Pourtant, en une matinée, ils se sont évaporés comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant 35 ans, leur disparition reste un mystère total. Aucun corps, aucun équipement, aucune trace. Jusqu'à ce qu'en 2020, des alpinistes découvrent dans un refuge abandonné une carte topographique cachée dans une fissure du mur. Cette carte, annotée en allemand et en français, révélera une vérité si troublante qu'elle expliquera non seulement le sort de la famille Zimmermann, mais aussi l'un des secrets les plus sombres de l'après-guerre dans les Alpes françaises. Comment une famille de touristes innocents s'est-elle retrouvée au cœur d'un complot criminel qui durait depuis 40 ans? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La vallée de Chamonix, en 1985, était déjà une destination touristique renommée, mais elle conservait encore ce charme authentique d'avant la commercialisation massive. Les Alpes françaises attiraient chaque hiver des milliers de familles européennes, particulièrement allemandes, pour qui les sports d'hiver représentaient une tradition séculaire. La région de Haute-Savoie, avec ses pics enneigés culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, offrait des paysages spectaculaires, mais aussi des dangers réels pour les imprudents. Les glaciers, les crevasses et les avalanches faisaient régulièrement des victimes parmi les touristes mal préparés ou trop téméraires. Klaus Zimmermann, ingénieur de 45 ans, originaire de Munich, avait découvert Chamonix lors de son service militaire dans les années 1960. À l'époque, jeune soldat de la Bundeswehr, il avait participé à des exercices d'entraînement en montagne dans les Alpes bavaroises, qui lui avaient donné le goût de l'alpinisme. Depuis son premier séjour à Chamonix en 1971, il y amenait sa famille chaque février, pendant les vacances scolaires bavaroises. Ces séjours étaient devenus une tradition familiale incontournable, un rituel annuel qui marquait l'hiver des Zimmermann. Sa femme, Ingrid, professeure de géographie de 42 ans dans un lycée de Munich, partageait cette passion pour la montagne. Elle avait grandi dans les Alpes bavaroises, près de Garmisch-Partenkirchen, et connaissait les règles de sécurité en montagne depuis l'enfance. C'était une femme méthodique et prudente, qui planifiait minutieusement chaque excursion en fonction des conditions météorologiques et des capacités physiques de ses enfants. Elle parlait un français correct, acquis pendant ses études universitaires, et se sentait parfaitement à l'aise lors de leur séjour à Chamonix. Leurs enfants, Hans, âgé de 14 ans, et Greta, de 10 ans, avaient littéralement grandi sur les skis. Klaus leur avait appris les rudiments de l'alpinisme dès leur plus jeune âge, en commençant par des randonnées faciles dans les Alpes bavaroises, avant de les emmener progressivement vers des terrains plus techniques à Chamonix. Hans, l'aîné, montrait déjà une véritable passion pour la montagne et rêvait de devenir guide professionnel. Greta, plus prudente et observatrice, préférait la photographie de paysages et collectionnait les cartes postales de chaque région visitée. Pour les Zimmermann, ces séjours annuels à Chamonix représentaient bien plus que de simples vacances sportives. C'était un retour aux sources dans cette nature majestueuse qui les ressourçait loin du stress de la vie urbaine munichoise. Klaus, qui travaillait comme ingénieur en chef chez BMW, trouvait dans ces semaines de montagne l'équilibre nécessaire pour supporter la pression de son travail. Ingrid, confrontée quotidiennement aux problèmes d'adolescents difficiles dans son lycée, redécouvrait en montagne la complicité avec ses propres enfants. La famille avait ses habitudes bien établies à Chamonix. Ils descendaient toujours au même petit hôtel familial, le Chalet des Aiguilles, situé dans une rue calme, à quelques minutes du centre-ville. Cet établissement de 15 chambres était tenu par Madame Joséphine Blanc, une veuve de 65 ans qui les connaissait depuis 15 ans et les accueillait comme des membres de sa propre famille. Elle gardait toujours la même chambre familiale pour eux,
au deuxième étage, avec vue sur le Mont Blanc, et préparait spécialement pour eux des petits déjeuners copieux adaptés aux efforts de montagne qu'il prévoyait. Klaus parlait un français correct, teinté d'un accent bavarois que Madame Blanc trouvait charmant. Il s'efforçait chaque année d'améliorer sa maîtrise de la langue et lisait régulièrement des journaux français pour se tenir informé de l'actualité locale. Ingrid se débrouillait avec un vocabulaire plus limité, mais compensé par son sourire et sa gestuelle expressive. Les enfants, eux, avaient fini par comprendre le patois savoyard de la région grâce à leurs interactions répétées avec les guides locaux et les commerçants du village. Klaus était un homme méthodique qui préparait minutieusement chaque séjour. Pendant des semaines avant leur départ, il étudiait les cartes topographiques, consultait les bulletins météorologiques historiques et planifiait les itinéraires en fonction du niveau et de l'âge de ses enfants. Il tenait un carnet détaillé de toutes leurs excursions, notant les temps de parcours, les difficultés rencontrées et les plus beaux points de vue découverts. Ce carnet, qu'il emportait toujours avec lui, était devenu au fil des ans une véritable encyclopédie personnelle de la région de Chamonix. Cette année-là, l'hiver 1984-1985 avait été particulièrement généreux en neige. Les conditions étaient exceptionnelles, avec une poudreuse parfaite qui avait commencé à tomber dès le mois de décembre et un temps stable qui promettait une excellente semaine de ski et de randonnée. Les bulletins météorologiques annonçaient une période anticyclonique durable, avec des températures froides mais supportables et un vent faible. Toutes les conditions étaient réunies pour des vacances idéales. La famille était arrivée le dimanche 10 février 1985, comme d'habitude, dans leur Volkswagen Passat bleu immatriculé en Bavière. Klaus avait pris 2 semaines de congé, ce qui était exceptionnel pour lui, généralement si pris par son travail. Cette année-là, il semblait particulièrement détendu et avait même accepté de laisser son téléphone portable professionnel éteint pendant tout le séjour, chose impensable les années précédentes. Klaus avait prévu leur planning habituel avec Jean-Claude Mercier, un guide de montagne de 55 ans qu'ils connaissaient depuis plusieurs années et en qui ils avaient une confiance absolue. Jean-Claude était originaire de la vallée, fils et petit-fils de guide, et connaissait chaque recoin des Alpes de Haute-Savoie. Il avait commencé à guider les Zimmermann en 1980 et appréciait particulièrement cette famille allemande sérieuse et respectueuse des règles de montagne. Contrairement à certains touristes insouciants, les Zimmermann écoutaient ses conseils et ne prenaient jamais de risques inconsidérés. Le matin du 14 février 1985, jour de la Saint-Valentin, Klaus Zimmermann s'est levé à 6 heures précises, selon son habitude matinale invariable. Même en vacances, il conservait le rythme discipliné qu'il avait acquis pendant son service militaire et maintenu tout au long de sa carrière d'ingénieur. Il a d'abord consulté le bulletin météorologique à la radio locale, puis vérifié ses équipements de montagne disposés méthodiquement sur la commode de leur chambre. Le petit déjeuner était prévu à 7h30 au chalet des Aiguilles, dans la petite salle à manger aux poutres apparentes où Madame Blanc servait ses pensionnaires. Ce matin-là, elle se souvient parfaitement de l'atmosphère particulière qui régnait autour de la table des Zimmermann. Elle avait préparé des croissants spéciaux pour la Saint-Valentin, une attention délicate qu'elle réservait à ses clients fidèles. Klaus semblait particulièrement concentré sur l'étude de sa carte topographique habituelle, une IGN O1, EBMI 5000, de la région de Chamonix, qu'il annotait méticuleusement depuis des années avec des codes couleurs pour marquer les itinéraires parcourus et les points d'intérêt découverts. Ingrid aidait patiemment les enfants à préparer leur sac à dos pour la journée, vérifiant qu'ils avaient bien leurs gants de rechange, leurs lunettes de soleil et leur thermos de thé chaud. N, l'adolescent de 14 ans, semblait particulièrement excité par l'excursion prévue et posait sans cesse des questions techniques à son père sur l'itinéraire et les difficultés qu'ils allaient rencontrer. Greta, plus timide et observatrice, restait proche de sa mère tout en dessinant discrètement dans son carnet de voyage les montagnes qu'elle apercevait par la fenêtre.
L'ambiance familiale était détendue et joyeuse. Klaus a même plaisanté avec Madame Blanc sur le fait que c'était la première fois qu'il passait la Saint-Valentin en montagne avec sa famille au lieu d'être enfermé dans son bureau munichois. Ingrid a souri en répondant que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire. Les enfants ont ri en entendant leurs parents évoquer leur histoire d'amour, comme le font souvent les adolescents face aux démonstrations d'affection de leurs parents. Jean-Claude Mercier devait les retrouver à 9 heures précises devant l'office de tourisme de Chamonix selon l'arrangement pris la veille au soir. Ils avaient initialement prévu une randonnée en raquette vers le refuge du Plan de l'Aiguille, une excursion de difficulté moyenne que la famille avait déjà effectuée à 2 reprises les années précédentes. Cette sortie était particulièrement appréciée par les Zimmermann, car elle offrait des panoramas exceptionnels sur la chaîne du Mont Blanc tout en restant accessible aux enfants. La météo ce matin-là était absolument parfaite pour une excursion en montagne. Le ciel était d'un bleu limpide, sans le moindre nuage. La température affichait -8 degrés Celsius, idéal pour la marche en altitude, et le vent était pratiquement inexistant. La neige, tombé abondamment les jours précédents, avait créé des conditions exceptionnelles, avec une poudreuse immaculée qui scintillait sous les premiers rayons du soleil. Toutes les conditions étaient réunies pour une journée mémorable en montagne. À 8h45, Klaus a réglé méticuleusement la note de l'hôtel pour les nuits suivantes, selon son habitude de tout organiser à l'avance pour éviter les complications de dernière minute. Il a serré chaleureusement la main de Madame Blanc et lui a dit en français, avec son accent bavarois caractéristique, « À ce soir, Madame Blanc. Nous reviendrons pour le dîner avec de belles photos à vous montrer. » Cette phrase, Madame Blanc s'en souviendra toute sa vie, car ce furent les derniers mots qu'elle entendit de Klaus Zimmermann. Ingrid a embrassé affectueusement la propriétaire sur les 2 joues, un geste qu'elle répétait chaque matin et qui témoignait de la relation quasi familiale qui s'était développée au fil des années entre les Zimmermann et leur hôtesse. Elle a remercié Madame Blanc pour les croissants spéciaux et a promis de lui rapporter de l'Edelweiss si elle en trouvait pendant leur randonnée. Les enfants ont salué poliment en français. Hans, avec l'assurance de son âge, et Greta avec la timidité qui la caractérisait face aux adultes. La famille a quitté le chalet des Aiguilles à 8h50 précises, leur sac à dos parfaitement équipé et leurs raquettes à neige sanglées sur les côtés. Klaus portait son sac photo habituel, un modèle professionnel Loewe Pro qu'il avait acheté spécialement pour leurs voyages en montagne. Ingrid avait pris son carnet de notes où elle consignait leurs découvertes botaniques et géologiques. Les enfants portaient des sacs adaptés à leur taille, avec leurs affaires personnelles et leurs appareils photo jetables qu'ils utilisaient pour constituer leurs albums souvenirs. Jean-Claude Mercier les attendait effectivement devant l'office de tourisme, comme convenu. Guide expérimenté de 55 ans, il connaissait parfaitement la famille Zimmermann depuis 5 ans et appréciait leur sérieux, leur respect des consignes de sécurité et leur véritable amour de la montagne. Il les considérait comme des clients modèles, contrairement à certains touristes imprudents qu'il devait parfois rappeler à l'ordre. Ce matin-là, il a remarqué que Klaus semblait particulièrement intéressé par une zone spécifique de sa carte topographique, vers les hauteurs du glacier des Bossons, une région qu'ils n'avaient jamais explorée ensemble. Quand Jean-Claude lui a demandé s'il souhaitait modifier l'itinéraire habituel vers le Plan de l'Aiguille, Klaus a hésité quelques instants avant de répondre qu'il aimerait effectivement explorer un secteur légèrement différent, plus au sud-ouest de leur destination habituelle. Il a montré sur sa carte une zone marquée de plusieurs annotations et a expliqué qu'il avait lu dans un guide spécialisé que cette région offrait des points de vue exceptionnels sur les séracs du glacier, particulièrement photogéniques à cette époque de l'année. Cette demande n'avait rien d'inhabituel pour Jean-Claude. Klaus Zimmermann était un montagnard chevronné qui connaissait la région presque aussi bien que les guides locaux après 15 années de séjour régulier. Il avait déjà proposé par le passé des variantes intéressantes à leurs itinéraires habituels, toujours après avoir soigneusement étudié les cartes et consulté plusieurs sources documentaires.
Jean-Claude a accepté sans difficulté cette modification, d'autant que la zone proposée ne présentait aucun danger particulier par ses conditions météorologiques excellentes. Ils sont partis à 9h15 précise de la place du Poilu, empruntant d'abord le sentier balisé qui mène vers les hauteurs avant de s'engager sur un itinéraire moins fréquenté en direction du secteur choisi par Klaus. Le groupe progressait à un rythme régulier et détendu, s'arrêtant fréquemment pour que Klaus puisse prendre des photos et que les enfants se reposent. L'ambiance était joyeuse, ponctuée par les explications de Jean-Claude sur la géologie locale et les observations d'Ingrid sur la flore alpine hivernale. Marie-Claire Dufour, commerçante de 38 ans qui tenait une boutique de souvenirs sur la place du Poilu, les a vus partir ce matin-là. Elle se souvient parfaitement de la famille allemande, parce que la petite Greta s'était arrêtée devant sa vitrine pour admirer une poupée en costume savoyard traditionnel, avec sa robe rouge brodée et son tablier blanc immaculé. Klaus avait promis tendrement à sa fille de la lui acheter au retour de leur excursion, en récompense de sa sage conduite pendant les vacances. Greta avait sautillé de joie et avait même demandé à sa mère de photographier la poupée pour ne pas l'oublier. C'est le dernier témoignage authentique de personnes ayant vu la famille Zimmermann vivante et en sécurité. Après 9h15 ce matin du 14 février 1985, Klaus, Ingrid, Hans et Greta ont disparu sans laisser la moindre trace, comme aspirés par la montagne elle-même. Pendant 35 ans, leur sort restera un mystère total qui hantera la vallée de Chamonix et marquera à vie tous ceux qui les avaient connus. Quand la famille Zimmermann n'est pas rentrée pour le dîner à 19h au chalet des Aiguilles, Madame Joséphine Blanc a d'abord pensé qu'ils avaient simplement prolongé leur excursion pour profiter des conditions exceptionnelles. Ce n'était pas inhabituel pour des montagnards expérimentés de rentrer un peu plus tard que prévu, surtout par une si belle journée. Cependant, à 20h, quand la nuit est complètement tombée sans qu'il donne signe de vie, elle a commencé à s'inquiéter sérieusement. Klaus Zimmermann était un homme d'une ponctualité exemplaire, presque maniaque. En 15 années de séjour régulier, il n'avait jamais été en retard pour un repas sans avoir prévenu à l'avance. Madame Blanc connaissait suffisamment la famille pour savoir que ce retard sans explication était totalement contraire à leurs habitudes. À 20h30, elle a décidé de téléphoner au bureau des guides de Chamonix pour essayer de joindre Jean-Claude Mercier et s'enquérir de la situation. Personne ne répondait au bureau des guides, ce qui était normal à cette heure tardive. Elle a alors tenté de joindre Jean-Claude chez lui, mais là non plus, personne ne décrochait le téléphone. Cette absence de réponse l'a encore plus inquiété car Jean-Claude était généralement très disponible pour rassurer les familles de ses clients en cas de retard imprévu. À 21h, après avoir hésité pour ne pas déranger inutilement les autorités, elle a finalement pris la décision de contacter la gendarmerie de Chamonix. Le capitaine Alain Vernet, responsable du poste de gendarmerie depuis 8 ans, connaissait parfaitement ce type de situation. Chaque hiver, des touristes se perdaient temporairement ou étaient retardés en montagne pour diverses raisons. Changements météorologiques soudains, blessures bénignes, panne d'équipement ou simple sous-estimation des temps de parcours. La plupart du temps, ces disparitions se résolvaient naturellement et les personnes concernées réapparaissaient le lendemain matin, un peu confuses et fatiguées mais parfaitement indemnes. Cependant, plusieurs éléments dans le témoignage de Madame Blanc ont incité le capitaine Vernet à prendre cette affaire au sérieux dès le premier soir. D'abord, l'expérience reconnue de la famille Zimmermann en montagne et leur connaissance approfondie de la région après 15 années de séjour régulier. Ensuite, la réputation irréprochable de Jean-Claude Mercier, guide professionnel depuis plus de 25 ans, sans le moindre incident grave à son actif. Enfin, les conditions météorologiques parfaites de cette journée qui ne justifiaient aucun retard imprévu. Les premières vérifications de routine ont été effectuées dans la soirée même. Le capitaine Vernet a fait contrôler tous les refuges gardés de la région pour s'assurer que la famille ne s'y était pas arrêtée pour la nuit.
Il a également contacté les services de secours en montagne pour vérifier qu'aucun appel de détresse n'avait été capté par les balises de surveillance. Toutes ces vérifications se sont révélées négatives, confirmant que les Zimmermann semblaient réellement avoir disparu sans laisser de traces. Les recherches officielles ont commencé à l'aube du 15 février 1985, dès que les conditions de visibilité ont permis l'intervention des équipes spécialisées. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, unité d'élite composée de 12 hommes expérimentés et spécialement formés au secours en milieu alpin, a été mobilisé dans son intégralité. Cette unité, créée en 1958, était reconnue pour son efficacité et sa parfaite connaissance du terrain local. L'hélicoptère de la sécurité civile, un Alouette 3 spécialement équipé pour les missions de recherche en montagne, a décollé dès 7 heures du matin pour survoler méthodiquement toute la zone du plan de l'Aiguille et ses environs immédiats. Le pilote, expérimenté dans ce type de mission, a quadrillé systématiquement un secteur de 20 km², scrutant chaque combe, chaque éperon rocheux et chaque zone d'accumulation de neige où des personnes auraient pu être ensevelies par une avalanche. Parallèlement aux recherches aériennes, des équipes au sol, composées de gendarmes spécialisés et de guides civils volontaires, ont fouillé systématiquement tous les sentiers balisés de la région. Ils ont inspecté minutieusement tous les refuges gardés et non gardés, toutes les cabanes de bergers et tous les abris naturels où une famille pourrait s'être réfugiée en cas de problème. Cette recherche méthodique a mobilisé plus de 30 personnes dès le premier jour. Le premier jour de recherche, malgré l'engagement de moyens considérables et les conditions météorologiques favorables qui permettaient une visibilité excellente, n'a donné absolument aucun résultat. Aucune trace de passage récent n'a été détectée en dehors des sentiers habituels. Aucun équipement abandonné, aucun vestige de campement improvisé, aucun signe de lutte ou d'accident. C'était comme si 5 personnes s'étaient littéralement volatilisées dans la nature alpine. Cette absence totale d'indices a profondément perturbé les sauveteurs expérimentés. Dans leur pratique professionnelle, ils retrouvaient généralement des traces, même minimes, du passage des personnes recherchées. Empreintes dans la neige, branches cassées, équipements perdus ou abandonnés. L'absence complète de tout indice suggérait soit un accident majeur dans une zone très isolée, soit des circonstances exceptionnelles qui sortaient du cadre habituel des interventions de secours en montagne. Le capitaine Vernet a pris la décision d'élargir considérablement le périmètre de recherche et de faire appel à des renforts spécialisés. Il a contacté les unités de secours en montagne de Grenoble et d'Annecy pour obtenir des guides civils supplémentaires et des équipements de détection plus sophistiqués. Il a également alerté les postes de gendarmerie des vallées voisines pour qu'ils vérifient que la famille n'avait pas dérivé vers d'autres secteurs. Le consulat allemand de Lyon s'est manifesté dès le 3e jour de recherche, alerté par la famille de Klaus Zimmermann qui s'inquiétait de ne recevoir aucune nouvelle de leurs proches. Les Zimmermann avaient l'habitude d'appeler régulièrement Munich pendant leurs vacances pour donner de leurs nouvelles, et cette absence de contact avait rapidement alarmé leurs proches. Le consul allemand Herr Friedrich Schmidt a proposé l'assistance de spécialistes allemands en secours montagnard si les autorités françaises l'acceptaient. Wolfgang Zimmermann, frère cadet de Klaus et également ingénieur chez BMW, est arrivé à Chamonix le 17 février 1985 pour participer personnellement aux recherches. Cet homme de 42 ans, physiquement très ressemblant à son frère, était bouleversé par la disparition de la famille, mais conservait suffisamment de sang-froid pour apporter une aide concrète aux enquêteurs. Il a fourni des photos récentes de chaque membre de la famille et des détails précieux sur leurs habitudes, leurs compétences et leurs équipements. Wolfgang connaissait parfaitement les capacités alpines de son frère aîné. Klaus était un montagnard expérimenté qui avait gravi plusieurs sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes suisses et autrichiennes. Il était capable de s'orienter parfaitement avec une carte et une boussole, même par mauvais temps.
Il connaissait les signes avant-coureurs des avalanches et respectait scrupuleusement les règles de sécurité. Qu'il se soit perdu avec sa famille dans une région qu'il connaissait parfaitement paraissait absolument inimaginable à Wolfgang. Les recherches se sont considérablement intensifiées avec l'arrivée de renforts spécialisés venus de toute la région Rhône-Alpes. L'unité cynophile de la gendarmerie de Grenoble est arrivée avec 6 chiens dressés spécialement pour la recherche de personnes ensevelies sous la neige. Ces animaux, principalement des bergers allemands et des labradors, étaient capables de détecter une présence humaine sous plusieurs mètres de neige grâce à leur odorat exceptionnellement développé. Des spéléologues expérimentés de la Fédération française de spéléologie ont exploré méthodiquement toutes les grottes et cavités naturelles connues dans un rayon de 25 km autour de Chamonix. Ces spécialistes connaissaient parfaitement le réseau souterrain des Alpes et possédaient l'équipement technique nécessaire pour explorer les zones les plus difficiles d'accès. Leur intervention visait à vérifier l'hypothèse selon laquelle la famille aurait pu se réfugier dans une grotte et y être bloquée par un éboulement. Des plongeurs professionnels de la gendarmerie ont même sondé tous les lacs non gelés de la vallée et les sections de torrents où la glace était suffisamment mince pour permettre une chute accidentelle. Cette intervention, techniquement très délicate en raison des températures hivernales, était justifiée par la nécessité d'explorer toutes les hypothèses possibles, même les plus improbables. Au bout d'une semaine de recherches intensives, malgré la mobilisation de plus de 50 personnes qualifiées et l'utilisation de tous les moyens techniques disponibles en 1985, aucun indice concret n'avait été découvert. Cette situation était totalement exceptionnelle dans l'expérience des sauveteurs alpins. Même les accidents les plus dramatiques laissaient généralement des traces exploitables pour les enquêteurs. Le capitaine Vernet a été contraint d'admettre que l'affaire Zimmermann sortait du cadre habituel des disparitions en montagne. Il a pris la décision de faire appel au service spécialisé de la police judiciaire d'Annecy pour envisager d'autres hypothèses que l'accident de montagne. Cette escalade dans les moyens d'investigation marquait un tournant dans l'enquête et suggérait que les autorités commençaient à soupçonner des circonstances exceptionnelles. L'enquête judiciaire approfondie menée par les inspecteurs de la police judiciaire a révélé que la famille Zimmermann ne présentait aucun des profils habituels de disparition volontaire. Klaus avait un emploi stable et bien rémunéré chez BMW, avec des perspectives de promotion à court terme. Ingrid était appréciée dans son lycée et venait d'être nommée coordinatrice pédagogique pour la rentrée suivante. Les enfants étaient scolarisés normalement, avaient de bons résultats et n'affichaient aucun signe de mal-être ou de difficultés familiales. L'analyse de leurs comptes bancaires, effectuée avec l'autorisation du consulat allemand, n'a révélé aucun mouvement suspect ou inhabituel. Klaus n'avait contracté aucune dette importante, n'avait effectué aucun retrait d'argent exceptionnel et n'avait souscrit aucune assurance vie suspecte avant leur départ en vacances. Leur passeport n'avait été utilisé nulle part depuis leur entrée en France le 10 février 1985. L'enquête de voisinage menée à Munich par la police allemande, en coopération avec les autorités françaises, a confirmé que les Zimmermann menaient une vie familiale parfaitement normale. Leurs voisins, leurs collègues et les professeurs des enfants les décrivaient comme une famille unie, sans problèmes apparents et très attachés à leur tradition de vacances en montagne. Aucun témoin n'avait remarqué de changement de comportement ou de signes d'inquiétude particulière avant leur départ pour Chamonix. Les mois suivants, puis les années qui ont suivi, ont vu l'affaire Zimmermann sombrer progressivement dans l'oubli administratif et médiatique. Le dossier d'enquête est resté officiellement ouvert, comme c'est la règle en France pour toutes les disparitions non élucidées, mais plus personne n'y travaillait activement. Les gendarmes responsables du dossier changeaient au gré des mutations, emportant avec eux une part de la mémoire institutionnelle de cette affaire exceptionnelle. Wolfgang Zimmermann revenait religieusement chaque année à Chamonix au mois de février, toujours à la même date du 14,
espérant contre tout espoir qu'une nouvelle piste émergerait ou que quelqu'un se manifesterait avec des informations nouvelles. Ces pèlerinages annuels étaient devenus pour lui une obsession douloureuse, mais nécessaire. Il ne pouvait se résoudre à abandonner la recherche de son frère et de sa famille, même face à l'évidence croissante que leur corps ne serait probablement jamais retrouvé. Madame Joséphine Blanc, profondément marquée par cette tragédie, gardait symboliquement leur chambre disponible pendant les 3 premiers jours de chaque mois de février, au cas où un miracle se produirait. Elle avait conservé précieusement tous les effets personnels que la famille avait laissés dans leur chambre. Quelques vêtements de rechange, des livres de montagne en allemand, des souvenirs collectés les années précédentes, et même le carnet de voyage de Greta avec ses dessins naïfs des sommets alpins. Marie-Claire Dufour, la commerçante qui avait vu la famille pour la dernière fois, gardait dans sa réserve la poupée en costume savoyard que la petite Greta avait tant admirée. Elle n'arrivait pas à la vendre à d'autres enfants, comme si cet objet était devenu un mémorial involontaire de la tragédie. Chaque fois qu'elle la voyait, elle repensait au sourire radieux de Greta et à la promesse de son père de la lui acheter au retour de leur excursion. Au fil du temps, même les plus obstinés ont fini par accepter que la montagne avait gardé ses secrets, comme elle le fait parfois avec une cruauté implacable. Les Alpes ont englouti d'innombrables alpinistes au cours de l'histoire, et certains corps ne sont jamais retrouvés, disparaissant à jamais dans les crevasses profondes des glaciers ou sous les avalanches qui remodèlent constamment le paysage montagnard. En 1995, exactement 10 ans après la disparition, Wolfgang Zimmermann a organisé et financé une dernière tentative de recherches approfondies avec des moyens technologiques plus modernes que ceux disponibles en 1985. Des détecteurs de métaux de nouvelle génération ont passé minutieusement au crible les zones les plus probables. Des géologues spécialisés dans la nivologie ont analysé rétrospectivement les risques d'avalanche pour cette période précise de février 1985, en tenant compte des conditions météorologiques exactes et de l'accumulation de neige de cet hiver particulier. Cette campagne de recherche de 1995 a bénéficié de l'assistance de spéléologues équipés de matériel vidéo miniaturisé, capables d'explorer les fissures les plus étroites et les plus profondes du terrain calcaire des Alpes. Des plongeurs expérimentés ont sondé avec des équipements sous-marins perfectionné tous les lacs de montagne et les sections profondes des torrents, en utilisant des détecteurs sonars capables de localiser des objets métalliques sous l'eau. Malgré ces moyens considérablement renforcés et une motivation intacte de tous les participants, cette dernière campagne n'a donné aucun résultat concret. Aucune trace, aucun équipement, aucun indice nouveau n'a été découvert. Cette absence persistante de preuves a finalement convaincu Wolfgang lui-même que sa famille était probablement morte dans des circonstances qui rendraient leur corps à jamais inaccessible aux recherches humaines. Le dossier a été officiellement classé sans suite en 1998, 13 ans après la disparition, avec la mention administrative « disparition accidentelle en montagne, circonstances indéterminées ». Cette formulation bureaucratique cachait mal la frustration des enquêteurs face à leur incapacité à élucider une affaire qui avait mobilisé des moyens exceptionnels et marqué profondément tous ceux qui y avaient participé. Wolfgang Zimmermann est décédé en 2010 d'un cancer du poumon, emportant avec lui l'espoir familial de connaître un jour la vérité sur le sort de son frère. Ses obsèques à Munich ont rassemblé de nombreux anciens collègues de Klaus chez BMW, témoignant que la mémoire de la famille disparue restait vivace dans l'entourage professionnel et amical des victimes. Wolfgang avait légué une partie de sa fortune à une association allemande de secours en montagne, en mémoire de Klaus, Ingrid, Hans et Greta. Madame Joséphine Blanc a fermé définitivement son petit hôtel en 2005, à l'âge de 85 ans, fatiguée par les contraintes administratives croissantes du secteur hôtelier et affaiblie par l'arthrose qui limitait ses mouvements. Elle s'est éteinte paisiblement en 2015, à l'âge de 95 ans, dans la maison de retraite de Salanches, où elle avait fini ses jours. Jusqu'à sa mort,
Elle a gardé une photo de la famille Zimmermann sur sa table de chevet, comme un talisman personnel et un témoignage de fidélité à leur mémoire. Le capitaine Alain Vernet a pris sa retraite en 2000, après une carrière exemplaire de 35 ans dans la gendarmerie. Cet homme méticuleux et consciencieux gardait l'affaire Zimmermann comme l'une de ses principales frustrations professionnelles. L'échec qui avait marqué sa carrière par ailleurs remarquable. Dans ses mémoires privées qu'il a rédigées pour ses petits-enfants, il a consacré un chapitre entier à cette enquête, reconnaissant humblement que certains mystères dépassent les capacités humaines d'investigation. Mais la montagne, elle, n'oublie jamais les secrets qu'elle abrite. Les glaciers conservent dans leur profondeur glacée les traces de tous ceux qui ont disparu dans leurs crevasses, et parfois, après des décennies, ils restituent ce qu'ils ont avalé. Les refuges abandonnés gardent dans leurs murs de pierre les échos des drames qui se sont joués autour d'eux, et il arrive que des découvertes fortuites révèlent des vérités que l'on croyait à jamais perdues. En juillet 2020, soit 35 ans après la disparition des Zimmermann, Luc Berger, guide de haute montagne de 34 ans spécialisé dans l'alpinisme technique, explorait avec 2 clients expérimentés un refuge abandonné dans la zone reculée du col du Midi, à environ 8 km au sud-ouest du plan de l'Aiguille. Cette région isolée, accessible seulement aux alpinistes les plus aguerris, était rarement fréquentée par les touristes ordinaires en raison de sa difficulté technique et de son éloignement des sentiers balisés. Ce refuge particulier, construit dans les années 1960 par le club alpin français, avait été fermé officiellement au public en 1995 à cause de problèmes structurels liés à l'instabilité progressive de la construction. Les murs de pierre sèche se disjoignaient sous l'effet du gel et du dégel répété, et la toiture commençait à s'affaisser dangereusement. Seuls les montagnards les plus expérimentés s'y aventuraient encore occasionnellement, généralement pour y passer une nuit d'urgence en cas de dégradation météorologique imprévisible. Ce jour de juillet 2020, Luc Berger guidait 2 alpinistes suisses, Dr Andreas Hubert et son fils Thomas, pour une traversée technique de 3 jours dans les Alpes de Haute-Savoie. Ces clients réguliers de Luc, qui l'accompagnaient depuis plusieurs années, étaient des montagnards accomplis qui recherchaient des itinéraires difficiles et peu fréquentés, loin de l'alpinisme commercial des voies classiques. Le refuge du col du Midi constituait une étape logique dans leur progression vers les sommets plus techniques de la région. En arrivant au refuge vers 15 heures, après 6 heures de marche depuis leur point de départ, Luc cherchait un abri temporaire pour permettre à ses clients fatigués de se reposer avant la dernière partie de l'ascension. La température extérieure, malgré la saison estivale, restait fraîche à cette altitude de 2800 mètres, et un vent persistant rendait l'attente à l'extérieur inconfortable pour des personnes fatiguées. En examinant l'état général du refuge pour s'assurer de sa sécurité avant d'y faire entrer ses clients, Luc a remarqué que l'une des planches de bois du mur nord semblait légèrement décellée de sa position normale. En tant que guide professionnel responsable de la sécurité de ses clients, il connaissait parfaitement l'importance de signaler aux autorités compétentes toute dégradation observée dans les infrastructures de montagne, même abandonnées. Cette attention particulière aux détails faisait partie de la formation rigoureuse que tous les guides de haute montagne reçoivent concernant la maintenance préventive des équipements et des abris d'altitude. Luc s'est approché de cette planche suspecte pour évaluer précisément l'ampleur du problème et déterminer s'il représentait un danger immédiat pour la stabilité de l'ensemble de la construction. En examinant la planche de plus près, il a découvert qu'elle ne s'était pas simplement descellée par usure naturelle, mais qu'elle dissimulait en réalité une fissure naturelle dans la paroi rocheuse sur laquelle le refuge avait été construit. Cette fissure, d'environ 15 cm de largeur à son ouverture, s'enfonçait profondément dans la roche calcaire typique de cette région des Alpes. Sa curiosité professionnelle, aiguisée par des années d'exploration de terrains montagnards, l'a poussé à éclairer l'intérieur de cette fissure avec sa lampe frontale LED haute performance.
Au fond de cette cavité naturelle, à environ 50 cm de profondeur et légèrement sur la droite, quelque chose reflétait faiblement la lumière artificielle. L'objet brillant était partiellement visible, mais semblait coincé dans un rétrécissement de la fissure. Avec les précautions d'usage et en utilisant son piolet comme levier d'extraction, Luc a soigneusement dégagé cet objet mystérieux. Il s'agissait d'un paquet rectangulaire soigneusement emballé dans du plastique étanche, de qualité professionnelle, du type utilisé par les militaires ou les explorateurs pour protéger leurs documents des intempéries. Le plastique, malgré les décennies passées dans cette cache improvisée, avait parfaitement résisté à l'humidité alpine et conservait son étanchéité. À l'intérieur de cette protection imperméable, Luc a découvert une carte topographique IGN de la région de Chamonix, identique aux cartes officielles utilisées par tous les montagnards et randonneurs de la région. Mais cette carte particulière était loin d'être ordinaire. Elle portait de nombreuses annotations manuscrites rédigées dans deux langues distinctes, l'allemand et le français. Les annotations étaient de qualité et d'âge différents. Certaines notes étaient écrites au crayon à papier, d'une écriture soignée et méthodique qui évoquait la formation d'ingénieur. D'autres commentaires étaient rédigés à l'encre bleue, dans une calligraphie différente qui trahissait une origine francophone. Des croix rouges marquaient des emplacements précis sur la carte, reliées entre elles par des flèches directionnelles et accompagnées de dates et d'heures notées avec une précision quasi militaire. Dans le coin supérieur droit de la carte, une écriture particulièrement soignée avait inscrit une mention troublante. Familie Zimmermann, Februar 1935. Wenn etwas passiert, diese Karte den französischen Behörden übergeben. Famille Zimmermann, février 1935. Si quelque chose arrive, remettre cette carte aux autorités françaises. Cette inscription était suivie d'une adresse à Munich et d'un numéro de téléphone allemand. Luc Berger, originaire de la vallée de Chamonix et guide professionnel depuis 12 ans, connaissait parfaitement l'histoire locale et les légendes urbaines de la région. Le nom de Zimmermann lui était immédiatement familier. Cette famille allemande, disparue en 1985, était devenue l'une des énigmes les plus durables de Chamonix. Une histoire que tous les guides de la vallée se racontaient entre eux et que les anciens évoquaient encore régulièrement dans les cafés du village. Cette découverte extraordinaire représentait potentiellement la première preuve tangible liée à la disparition des Zimmermann depuis 35 ans. Luc comprenait instinctivement l'importance historique et judiciaire de ce qu'il tenait entre ses mains. Cette carte annotée constituait manifestement un message posthume laissé par Klaus Zimmermann, un témoignage de dernière volonté qui suggérait que la famille avait anticipé un danger suffisamment grave pour prendre cette précaution exceptionnelle. De retour à Chamonix le lendemain de sa découverte, Luc Berger s'est rendu directement au poste de gendarmerie sans même passer chez lui pour se changer ou se reposer après sa course en montagne. L'urgence qu'il ressentait était proportionnelle à l'importance qu'il accordait à sa découverte. Il savait qu'après 35 années d'enquête infructueuse, chaque jour de retard pourrait compromettre l'exploitation optimale de cet indice inespéré. Le lieutenant Sarah Martinez, responsable du poste de gendarmerie de Chamonix depuis sa nomination en 2018, était une jeune officière de 32 ans, diplômée de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun. Originaire des Pyrénées, elle avait demandé sa mutation en Haute-Savoie par passion pour la montagne et les sports alpins. Contrairement à ses prédécesseurs, elle n'avait jamais entendu parler de l'affaire Zimmermann, cette tragédie appartenant à une époque antérieure à sa carrière professionnelle. Cependant, l'ancienneté du dossier et l'authenticité apparente de la carte présentée par Luc Berger ont immédiatement convaincu le lieutenant Martinez de la nécessité de rouvrir cette enquête classée. Son expérience récente des techniques modernes d'investigation lui permettait d'envisager des approches analytiques qui n'existaient pas en 1985. Elle a pris la décision de traiter cette découverte avec tous les moyens techniques actuellement disponibles. Sa première initiative a été de contacter les services d'archives départementales de Haute-Savoie pour retrouver et numériser l'intégralité du dossier original de l'enquête Zimmermann.
Ces archives, conservées selon les procédures légales françaises, contenaient tous les témoignages, rapports d'expertise et comptes rendus de recherche effectués entre 1985 et 1998. La numérisation de ces documents historiques permettrait leur exploitation par des logiciels modernes d'analyse criminalistique. Parallèlement, elle a fait appel à un expert en graphologie judiciaire de Lyon, maître François Dubois, spécialisé dans l'authentification d'écritures anciennes et l'analyse comparative de documents manuscrits. Cet expert, reconnu par les tribunaux français et européens, possédait l'expérience nécessaire pour déterminer l'authenticité des annotations allemandes portées sur la carte et les comparer avec des échantillons d'écriture de Klaus Zimmermann. L'analyse graphologique approfondie, menée selon les protocoles scientifiques les plus rigoureux, a formellement confirmé que les annotations allemandes de la carte correspondaient effectivement à l'écriture caractéristique de Klaus Zimmermann. Cette identification a été établie par comparaison avec des documents authentiques retrouvés dans les effets personnels conservés par Wolfgang Zimmermann, notamment son carnet de voyage des années précédentes et ses notes professionnelles chez BMW. Plus troublante encore, l'expertise graphologique a révélé que certaines annotations françaises avaient été ajoutées par une personne différente, quelqu'un qui maîtrisait parfaitement la langue française, mais dont les caractéristiques calligraphiques trahissaient une origine étrangère. L'expert a identifié des traits typiques de l'écriture d'une personne, de langue maternelle germanique, ayant appris le français de manière académique, probablement à l'âge adulte. Cette découverte suggérait que Klaus Zimmermann avait collaboré avec une ou plusieurs personnes francophones pour annoter cette carte, ce qui contredisait totalement l'hypothèse d'un accident isolé qui avait prévalu pendant des décennies. L'existence de ces annotations bilingues impliquait une préméditation et une coordination qui transformaient radicalement la nature présumée de la disparition. La carte révélait un itinéraire complexe et détaillé qui ne correspondait absolument pas aux parcours habituels et touristiques vers le refuge du plan de l'Aiguille. Les annotations indiquaient un chemin beaucoup plus technique vers une zone isolée et difficile d'accès, près du glacier des Bossons, dans un secteur réputé dangereux et rarement fréquenté par les touristes ordinaires, même expérimentés. Plusieurs emplacements stratégiques étaient marqués sur cette carte d'un symbole particulièrement intrigant. Un aigle stylisé accompagné des lettres GR et de dates précises s'étalant entre 1983 et 1985. Ces symboles étaient reliés par des flèches directionnelles et accompagnés d'horaires notés avec une précision militaire, suggérant une surveillance ou une surveillance prolongée de ces points spécifiques. Le lieutenant Martinez a fait numériser la carte en haute définition et l'a transmise au service technique spécialisé de la police judiciaire de Lyon pour une analyse multispectrale approfondie. Cette technique moderne, inexistante en 1985, permet de révéler des inscriptions invisibles à l'œil nu, effacées par le temps ou volontairement dissimulées avec des encres spéciales. L'expertise technique multispectrale a effectivement révélé des détails supplémentaires fascinants, invisibles lors de l'examen visuel normal. Sous éclairage ultraviolet, d'autres annotations sont apparues, écrites avec une encre spéciale photosensible qui avait remarquablement résisté aux décennies d'humidité et de variations thermiques de la cache alpine. Ces annotations secrètes supplémentaires mentionnaient des noms de code énigmatiques, Edelweiss, Bergadler, Route dorée, Alpenschatz. Ces appellations codées étaient accompagnées de coordonnées géographiques précises et de références temporelles qui suggéraient une opération clandestine de grande envergure, planifiée et exécutée avec une rigueur quasi professionnelle. L'enquête moderne bénéficiait d'outils d'investigation totalement inexistants en 1985. Les services de renseignement français, sollicités par le lieutenant Martinez, ont été consultés pour vérifier si ces noms de code mystérieux correspondaient à des opérations connues ou répertoriées dans les archives déclassifiées de l'après-guerre européen. La réponse des services de renseignement a été aussi rapide que troublante.
Ces appellations codées figuraient effectivement dans des archives récemment déclassifiées concernant des réseaux de criminels de guerre nazis qui avaient utilisé les Alpes comme voie d'évasion clandestine vers l'Amérique du Sud dans les années 1950 et 1960. Ces réseaux, organisés avec une efficacité redoutable, avaient permis à de nombreux dignitaires du Troisième Reich d'échapper aux poursuites judiciaires de l'après-guerre. Plus spécifiquement, les noms Edelweiss et Bergadler correspondaient à des opérations de transport de trésors pillés par les nazis, principalement de l'or et des œuvres d'art volées aux victimes de la Shoah. Ces opérations clandestines avaient été organisées par d'anciens officiers SS qui avaient réussi à s'échapper d'Allemagne avant la fin de la guerre et à établir des bases logistiques sécurisées dans les pays alpins neutres. Cette révélation extraordinaire orientait totalement l'enquête vers une dimension historique et criminelle que personne n'avait jamais envisagée en 1985. La famille Zimmermann semblait avoir découvert involontairement l'existence d'un réseau criminel international qui opérait encore dans les Alpes françaises 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Marcel Fontaine, ancien résistant de 89 ans vivant dans la maison de retraite Les Rhododendrons à Sallanches, a été contacté par les enquêteurs après que son nom soit apparu dans les archives historiques consultées par les services de renseignement. Ce vétéran de la résistance française avait été mentionné comme témoin de mouvements suspects dans la région pendant la période trouble de l'immédiate après-guerre. Malgré son grand âge et une santé fragile, Marcel Fontaine conservait une mémoire remarquablement précise pour les événements de cette époque qui avaient marqué sa jeunesse de résistant. Ses souvenirs, d'une clarté saisissante, allaient révéler des éléments cruciaux pour comprendre le contexte dans lequel la famille Zimmermann avait tragiquement disparu. « Je me souviens parfaitement de cette période troublée », a confié Marcel au lieutenant Martinez lors de leur premier entretien dans le salon feutré de la maison de retraite. Entre 1950 et 1970, nous savions tous qu'il se passait des choses étranges dans les hauteurs de nos montagnes. Des hommes circulaient la nuit avec des allures militaires, mais habillés en civil. Ils parlaient allemand entre eux, mais ils présentaient des papiers suisses quand on les contrôlait. Marcel a poursuivi son témoignage avec des détails précis, qui démontraient la qualité exceptionnelle de sa mémoire. Nous, les anciens résistants, nous nous doutions fortement qu'il s'agissait d'anciens nazis qui organisaient leur fuite vers l'Amérique du Sud. Mais nous n'avions aucune preuve concrète, et les autorités de l'époque préféraient fermer les yeux sur ces activités. L'ambiance politique de la guerre froide poussait à oublier rapidement certains aspects du passé récent. L'ancien résistant a alors révélé un détail absolument crucial pour l'enquête moderne. Il y avait un homme en particulier, un certain Heinrich Weber, qui se faisait passer pour un négociant en horlogerie suisse installé à Genève. Cet individu venait très régulièrement à Chamonix depuis le milieu des années 1960, toujours en hiver, prétendument pour des affaires commerciales. Il parlait un français parfait, mais avec un accent que nous reconnaissions facilement. Marcel a précisé les circonstances suspectes entourant les activités de cet Heinrich Weber. Il louait systématiquement les services de guides locaux pour des expéditions vers des zones très isolées et difficiles d'accès, prétextant de la prospection géologique pour des investisseurs suisses. Mais nous savions tous que c'était un mensonge. Aucun géologue sérieux ne travaille en plein hiver dans des conditions aussi difficiles, et surtout pas dans des secteurs où il n'y a rien d'intéressant à découvrir. L'enquête approfondie sur l'identité réelle d'Heinrich Weber, menée en coopération avec les services de police suisses et les archives allemandes de dénazification, a révélé une vérité absolument stupéfiante qui dépassait toutes les hypothèses envisagées par les enquêteurs. Cet homme, qui s'était effectivement installé en Suisse après la guerre avec de faux papiers parfaitement falsifiés, était en réalité Heinrich Weberstein, ancien Oberführer SS, responsable du pillage systématique de l'or juif en Europe de l'Est entre 1942 et 1944.
Heinrich Weberstein avait dirigé l'une des opérations de spoliation les plus importantes et les plus cruelles du Troisième Reich, supervisant personnellement le vol des biens des communautés juives de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie. Son unité spécialisée avait accumulé des tonnes d'or, de bijoux et d'œuvres d'art qui avaient ensuite été acheminées vers des caches secrètes en prévision d'une utilisation future. Contrairement à la plupart de ses collègues criminels de guerre qui avaient définitivement quitté l'Europe pour l'Amérique du Sud, via les fameuses Ratlines organisées par des sympathisants nazis, Weberstein avait pris la décision risquée mais lucrative de maintenir une présence permanente en Europe. Il avait organisé l'un des réseaux de récupération et de transport de trésors nazis les plus sophistiqués et les plus durables de l'après-guerre. Sa stratégie consistait à utiliser les Alpes françaises comme zone de stockage temporaire pour l'or pillé avant de l'acheminer progressivement vers ses complices installés en Amérique du Sud. Cette méthode lui permettait de récupérer discrètement les trésors cachés pendant la guerre, tout en évitant les contrôles douaniers massifs qui surveillaient les grands ports européens dans l'immédiat après-guerre. L'opération était d'une discrétion et d'une efficacité remarquables, ce qui explique qu'elle ait totalement échappé aux investigations intensives menées par les Alliés pour récupérer les biens volés par les nazis. Weberstein utilisait des caches naturelles dans les glaciers et les grottes d'altitude pour stocker temporairement l'or avant de l'acheminer par petites quantités vers ses destinations finales. Les annotations détaillées sur la carte des Zimmermann révélaient que Klaus et sa famille avaient découvert par le plus pur des hasards l'une de ces caches secrètes, probablement en s'écartant de leur itinéraire touristique habituel pour photographier un paysage particulièrement spectaculaire. Klaus, avec son esprit méthodique d'ingénieur et sa connaissance approfondie de l'histoire européenne, avait immédiatement compris l'importance historique et criminelle de sa découverte. Les notes manuscrites sur la carte indiquaient que Klaus avait non seulement photographié les lieux avec un équipement professionnel, mais qu'il avait également observé et documenté les allées et venues des hommes de Weberstein pendant plusieurs jours. Son approche systématique avait permis d'identifier les horaires de surveillance, les itinéraires utilisés et même les véhicules employés pour transporter clandestinement l'or vers d'autres caches. La tragédie fatale s'était nouée quand Klaus avait pris la décision de rassembler des preuves supplémentaires et plus détaillées avant de transmettre ses découvertes aux autorités françaises. Les annotations sur la carte révélaient qu'il avait prévu de revenir le 15 février avec du matériel photographique encore plus performant et un équipement d'enregistrement sonore pour documenter les conversations des membres du réseau. Mais Weberstein et ses complices, rendus paranoïaques par 40 années d'activité clandestine, avaient développé un système de surveillance sophistiqué pour détecter toute présence suspecte dans les zones sensibles. Ils avaient rapidement repéré la présence inhabituelle de la famille allemande et identifié le danger que représentaient ces témoins inattendus pour la sécurité de leur opération millionnaire. Pour protéger un secret qui leur rapportait des millions de francs suisses chaque année et garantissait leur liberté face aux poursuites judiciaires internationales, ils avaient pris la décision impitoyable d'éliminer physiquement ces témoins gênants. Cette décision criminelle était facilitée par l'isolement de la région et la facilité apparente de faire disparaître des corps dans les crevasses profondes des glaciers alpins. Jean-Claude Mercier, le guide local qui accompagnait la famille Zimmermann ce matin tragique du 14 février 1985, était en réalité un complice rémunéré de Weberstein depuis plusieurs années. Sa mission principale consistait à surveiller discrètement les touristes trop curieux et à les orienter systématiquement loin des zones sensibles où le réseau criminel opérait. Cette collaboration secrète lui rapportait des sommes considérables qui complétaient largement ses revenus officiels de guide de montagne. Jean-Claude, originaire de la vallée et parfaitement intégré dans la communauté locale, constituait l'informateur idéal pour Weberstein. Sa réputation irréprochable et sa connaissance intime du terrain en faisaient un complice au-dessus de tout soupçon.
Personne n'aurait jamais imaginé que ce guide respecté, fils et petit-fils de montagnards, puisse être impliqué dans des activités criminelles internationales. Mais ce matin du 14 février 1985, Jean-Claude s'est trouvé dans une situation impossible et dramatique. Klaus Zimmermann avait insisté avec une détermination inhabituelle pour explorer précisément la zone que Jean-Claude devait protéger à tout prix. Malgré ses tentatives subtiles pour orienter la famille vers d'autres secteurs, Klaus maintenait fermement son intention d'atteindre les emplacements qu'il avait marqués sur sa carte personnelle. Le guide se trouvait face à un dilemme mortel. Soit il acceptait de conduire la famille vers la zone interdite en risquant d'exposer l'opération de Weberstein, soit il trouvait un prétexte pour annuler l'excursion et éveiller les soupçons de Klaus sur ses véritables motivations. Dans les deux cas, sa couverture risquait d'être compromise, ce qui signerait sa propre condamnation à mort. L'analyse moderne des archives bancaires suisses, rendue possible grâce aux accords de coopération judiciaire internationale établis dans les années 2000, a confirmé que Heinrich Weberstein était officiellement décédé en 1998 à Zurich, emportant apparemment ses secrets avec lui. Cependant, les enquêteurs ont découvert que sa fortune considérable, estimée à plusieurs dizaines de millions de francs suisses, avait été transmise à une fondation privée dont les bénéficiaires réels restaient mystérieux. Jean-Claude Mercier était officiellement mort en 2003, dans ce qui avait été classé comme un accident de montagne lors d'une sortie solitaire dans un secteur technique des Aiguilles Rouges. Cependant, la relecture du dossier avec les connaissances actuelles sur ses activités clandestines jette un doute troublant sur les circonstances exactes de ce décès. Les enquêteurs de 2020 ont remarqué plusieurs incohérences dans les témoignages de l'époque qui n'avaient pas été relevés lors de l'enquête initiale. La plupart des autres complices de Weberstein avaient mystérieusement disparu au cours des décennies suivantes, soit par des morts accidentelles, soit par des départs soudains vers des destinations inconnues. Ce pattern de disparitions successives suggérait une élimination systématique des témoins gênants, probablement organisée par Weberstein lui-même pour protéger ses secrets jusqu'à sa propre mort. Les recherches approfondies menées avec les moyens techniques de 2020 dans la zone précise indiquée par les annotations de la carte ont finalement permis de localiser plusieurs caches dissimulées dans le terrain glaciaire. Ces découvertes extraordinaires, réalisées grâce à des détecteurs de métaux ultrasensibles et des sondes de glacier perfectionnées, ont révélé l'ampleur impressionnante de l'opération criminelle. La cache principale, dissimulée dans une grotte naturelle protégée par un surplomb rocheux, contenait encore 18 lingots d'or marqués aux insignes officiels du Troisième Reich, ainsi que plusieurs kilogrammes de bijoux et de pièces de monnaie anciennes. La valeur totale de ce trésor, expertisé par les services spécialisés, dépassait les 3 millions d'euros au cours actuel de l'or. Plus important encore pour l'enquête, cette cache contenait également des documents compromettants parfaitement conservés par la sécheresse de la grotte. Ces papiers révélaient l'identité réelle de Weberstein, ses liens avec d'autres criminels de guerre et surtout la liste détaillée de tous ses complices européens et sud-américains. Cette documentation constituait une archive historique inestimable sur l'une des plus importantes opérations de récupération de trésors nazis de l'après-guerre. Une cache secondaire, plus petite mais tout aussi révélatrice, contenait les appareils photographiques personnels de Klaus Zimmermann, ainsi que ses dernières pellicules, parfaitement conservées par le froid permanent de l'altitude. Ces films, développés en 2020 par les laboratoires spécialisés de la police scientifique avec des techniques modernes de récupération d'images, ont révélé les derniers moments dramatiques de la famille allemande. Les photographies développées constituent un témoignage poignant et accablant des événements tragiques. Klaus avait effectivement réussi à photographier les lingots d'or stockés dans leur cache, plusieurs hommes en train de les manipuler et transporter, et même des gros plans des inscriptions nazies qui authentifiaient leur origine criminelle.
Sa démarche méthodique d'ingénieur l'avait poussé à documenter minutieusement chaque détail de sa découverte. La dernière série de photos, particulièrement troublante, montre Jean-Claude Mercier en conversation tendue avec un homme plus âgé au visage sévère, probablement Weberstein lui-même. L'expression faciale du guide trahit clairement qu'il venait de réaliser que la couverture de l'opération secrète était gravement compromise par la curiosité de ses clients allemands. On peut lire sur son visage la panique et la détresse d'un homme conscient que la situation lui échappait totalement. Sur la toute dernière photographie, prise vraisemblablement dans l'après-midi du 14 février, on distingue plusieurs hommes armés qui s'approchent du groupe familial. Cette image floue mais terriblement éloquente constitue le dernier témoignage visuel de Klaus Zimmermann et suggère que la famille avait compris le danger mortel qui les menaçait dans leurs derniers instants. Les corps de la famille Zimmermann n'ont jamais été retrouvés et ne le seront vraisemblablement jamais, malgré les recherches techniques modernes menées dans toute la région. L'enquête de 2020 a établi avec certitude qu'ils avaient été assassinés le 14 février 1985, probablement en fin d'après-midi, après avoir été conduits vers une zone encore plus isolée et inaccessible sous le prétexte fallacieux de leur montrer un point de vue exceptionnel. L'analyse géologique de la région a révélé la présence de plusieurs crevasses profondes dans le glacier des Bossons, des failles naturelles qui s'enfoncent sur plusieurs centaines de mètres dans la glace compacte. Ces crevasses, particulièrement dangereuses et totalement inaccessibles aux moyens de recherche traditionnels, constituent des tombes naturelles parfaites où des corps peuvent disparaître à jamais sans laisser de traces récupérables. La reconstitution précise des événements, établie grâce aux annotations de Klaus et aux témoignages recoupés, indique que la famille a probablement été exécutée par balle avant que leur corps soit précipité dans l'une de ces crevasses glaciaires. Cette méthode d'élimination brutale, mais terriblement efficace, garantissait une disparition totale, sans risque de découverte future, même accidentelle. Jean-Claude Mercier avait réussi à rentrer seul à Chamonix en fin de journée, vers 18 heures, en présentant aux quelques personnes qu'il avait aperçues une version soigneusement préparée des événements. Il avait prétendu que la famille allemande avait souhaité prolonger leur excursion photographique et qu'il les avait quittés vers 15 heures, comme initialement convenu, après leur avoir indiqué le chemin du retour. Cette version des faits avait été acceptée sans la moindre difficulté par tous ses interlocuteurs, car la réputation de Jean-Claude était absolument irréprochable, et que rien ne permettait même d'imaginer qu'il puisse être impliqué dans une disparition criminelle. Sa carrière de guide s'étendait sur plus de 25 ans sans le moindre incident grave, et il était considéré comme l'un des professionnels les plus fiables de la vallée. Le témoignage de Jean-Claude, lors de l'enquête de 1985, avait été considéré comme parfaitement crédible et cohérent. Il avait fourni aux enquêteurs des détails précis sur l'itinéraire suivi, les horaires respectés et l'état d'esprit de la famille pendant l'excursion. Sa collaboration apparente avec les forces de l'ordre et sa disponibilité pour participer aux recherches avaient même renforcé sa crédibilité aux yeux des investigateurs. L'affaire Zimmermann illustre tragiquement comment les crimes et les secrets de la Seconde Guerre mondiale ont continué à générer des victimes innocentes, des décennies après la fin officielle du conflit. Une famille allemande parfaitement innocente, venue simplement profiter de vacances paisibles dans les Alpes françaises, s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment et a payé de sa vie la découverte fortuite d'un trésor de guerre que des criminels internationaux protégeaient encore 40 ans après la chute du régime nazi. Klaus, Ingrid, Hans et Greta Zimmermann sont morts parce qu'ils avaient eu la malchance de tomber sur l'un des derniers secrets actifs du Troisième Reich, une opération criminelle qui générait encore des profits considérables pour des bourreaux qui auraient dû être jugés depuis longtemps. Leur curiosité naturelle de touristes cultivés et leur amour sincère de la montagne les ont conduits vers une découverte qui leur a coûté la vie. Le lieutenant Sarah Martinez a officiellement clos l'enquête moderne en décembre 2020
Après 10 mois d'investigations approfondies, en classant l'affaire comme homicide volontaire en bande organisée dans le cadre d'une association de malfaiteurs internationale. Cette qualification juridique, bien que tardive, rendait enfin justice à la mémoire de la famille Zimmermann en reconnaissant officiellement qu'ils avaient été victimes d'un crime et non d'un accident de montagne. Les lingots d'or récupérés, d'une valeur expertisée à plusieurs millions d'euros, ont été officiellement remis aux autorités compétentes pour restitution aux organisations représentant les ayants droit des victimes de la spoliation nazie. Cette procédure de restitution, bien que symbolique après tant de décennies, constitue un acte de justice historique rendu possible par le sacrifice involontaire de la famille Zimmermann. Wolfgang Zimmermann était malheureusement décédé en 2010 sans connaître la vérité sur le sort de son frère, mais ses enfants, Klaus Jr. et Petra, ont pu enfin obtenir des réponses définitives sur la tragédie familiale qui avait marqué leur enfance. Ils ont appris que leur oncle, leur tante et leurs cousins étaient morts en héros involontaires, victimes de leur courage et de leur sens civique face au crime organisé. L'analyse complète de la cache principale de Weberstein a révélé des documents qui ont permis d'établir que son réseau criminel avait fait transiter clandestinement plusieurs tonnes d'or pillées à travers les Alpes françaises entre 1950 et 1990. Cette opération représentait l'une des plus importantes activités de contrebande de trésors nazis de l'après-guerre européen, générant des profits astronomiques qui avaient permis à de nombreux criminels de guerre de s'installer confortablement en Amérique du Sud. Le réseau de Weberstein avait opéré pendant 4 décennies, sous le nez des autorités françaises et suisses, exploitant intelligemment les difficultés de surveillance des zones de haute montagne et la discrétion traditionnelle du système bancaire helvétique. Son efficacité redoutable explique pourquoi tant d'anciens nazis avaient réussi à échapper aux poursuites judiciaires et à conserver les fortunes qu'ils avaient volées à leurs victimes. Madame Joséphine Blanc n'était malheureusement plus là pour apprendre enfin la vérité sur le sort de ces pensionnaires allemands qu'elle avait tant appréciés, mais Marie-Claire Dufour, désormais âgée de 73 ans, a été profondément émue d'apprendre les circonstances tragiques de la mort de la petite Greta, qui admirait sa poupée en costume savoyard. Elle a immédiatement décidé de faire don de cette poupée, qu'elle avait précieusement conservée pendant 35 ans dans sa réserve au mémorial des victimes du nazisme de Munich, en souvenir éternel de la famille Zimmermann. Cette affaire a également permis de révéler l'existence d'un réseau criminel beaucoup plus vaste que celui de Weberstein, impliquant des complicités dans plusieurs pays européens et sud-américains. Les autorités judiciaires de France, Allemagne, Suisse et Argentine poursuivent actuellement leurs investigations pour identifier et poursuivre les derniers membres survivants de ces organisations criminelles transnationales. La découverte fortuite de Luc Berger dans ce refuge abandonné a ainsi permis non seulement de résoudre l'une des énigmes les plus durables de Chamonix, mais aussi de mettre au jour l'un des derniers secrets actifs de la criminalité nazie. Cette révélation tardive démontre que la justice, même différée de plusieurs décennies, peut encore triompher grâce à la persévérance des enquêteurs et au progrès technique de l'investigation moderne. Cette affaire nous montre de manière saisissante comment les crimes du passé peuvent continuer à hanter le présent et faire de nouvelles victimes innocentes des décennies plus tard. La famille Zimmermann n'était coupable que de curiosité intellectuelle et d'amour sincère de la montagne, mais elle a payé le prix ultime pour avoir découvert fortuitement un secret que des criminels de guerre étaient encore prêts à protéger par tous les moyens, y compris le meurtre. Leur tragédie nous rappelle que la vigilance contre les idéologies totalitaires et leurs conséquences ne doit jamais se relâcher, même des générations après leur défaite apparente. Qu'avez-vous pensé de cette histoire troublante qui mêle mystère familial et secrets historiques? Aviez-vous imaginé que la vérité était si sombre et complexe? Les indices disséminés tout au long du récit vous avaient-ils mis sur la piste de cette révélation finale?
partagez vos réflexions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette enquête historique approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs cas mystérieux. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce type d'enquête mêlant histoire contemporaine et investigation criminelle. Car comme nous le montre tragiquement l'affaire Zimmermann, la vérité, même terrible et tardive, mérite toujours d'être révélée et la mémoire des victimes innocentes doit impérativement être préservée.